Activité essentielle au fonctionnement de la société, le travail est également un élément structurant de notre vie quotidienne, que l'on en ait ou pas d'ailleurs. Rien d'étonnant donc à ce qu'on le retrouve au cœur des discours en ces temps de campagne électorale. Mais quelle problématique englobe vraiment la question du travail? C'est tout de suite dans l'œil du fil. C'est le but du revenu universel et de la réduction du temps de travail. C'est que tout le monde puisse avoir un travail. Mais arrêtons de considérer aujourd'hui que le travail est le seul moyen par lequel on s'épanouit. Parce que ça n'est pas vrai. Je ne vais pas vous taxer vous. Je vais taxer l'intégralité des contrats étrangers. L'idée générale, si vous voulez, c'est la priorité nationale. C'est que je pense que en France, il est normal de donner une priorité d'accès à l'emploi aux Français. Nous, on a la précarité, mais on n'a pas les emplois. Donc il serait temps qu'on accepte qu'il peut y avoir des emplois précaires, mais que c'est toujours mieux de travailler plutôt que d'être au chômage ou d'être au revenu de solidarité, active. Parce que c'est tout le problème d'un rapport de propriété, c'est tout le problème du rapport social entre les classes. Celui qui possède donc l'entreprise, qui dirige l'économie et qui donc produit pour ses propres besoins et donc son propre calcul, c'est celui de s'enrichir et au détriment de tous les autres. Donc nous on dénonce ça et on dit évidemment qu'il est possible qu'il y ait une économie qui fonctionne complètement différemment, donc sans patron, sans actionnaire, mais ça pose le problème donc d'une économie qui est sous contrôle ou qui appartient à l'ensemble de la population ou des salariés. Qu'est-ce qu'une entreprise? Un collectif humain. Ça veut dire que c'est des êtres humains. Et que pour qu'ils travaillent bien, efficacement, il faut qu'ils soient heureux. Le management des gardes-chiourmes, qui est aujourd'hui celui qui essaye de faire tourner les entreprises par la peur du lendemain, peur de son travail, est une absurdité. Mieux on est dans son travail, mieux on se porte pour le conduire jusqu'au bout. Et pour être bien dans son travail, j'ai passé mon temps tout à l'heure à l'expliquer, il faut d'abord la tête. En France, la population active, soit la population en âge de travailler et disponible sur le marché du travail, représentait en 2016 un peu moins de 30 millions de personnes, parmi lesquelles environ 3,5 millions étaient en recherche d'emploi. Les gens au travail connaissent bien entendu des réalités très diverses selon leur secteur d'activité, les compétences qu'ils mobilisent, leur statut, la durée de leur contrat ou leur temps de présence sur leur lieu de travail. Mais au-delà des diverses formes qu'il revêt, peu de monde contestera que le travail est un aspect important de la vie. Parce qu'il nous permet, bien sûr, de subvenir à nos besoins, mais également parce qu'il nous permet de contribuer à la richesse collective et donc de nous sentir utiles à la société, et parce qu'il occupe une place de premier ordre dans notre vie sociale par les rencontres et les interactions qu'il permet. Domattina alle 6:15, hai capito? Non dubbi. Com'è andata? È andata bene. Hai dovuto aspettare, ma rimane tutto a posto. Che c'è qua? C'è lavoro pure per te. C'è da stringere il cinturino del berretto che me balla. Mais s'il est source d'épanouissement et qu'il contribue à constituer qui nous sommes, le travail peut également vite engendrer de la souffrance. Cela arrive notamment quand il manque. Nous parlons ici bien sûr du chômage, prolongé ou non, qui peut générer dévalorisation et sentiment de culpabilité, surtout quand certains discours ressassés en boucle insistent sur l'aspect volontaire de ce qui est très généralement subi, comme si une situation de chômage pouvait être enviable pour chacun d'entre nous. Si la croissance revenait, est-ce que la situation des chômeurs de longue durée s'améliorerait? Eh bien, ce n'est pas certain, car si l'emploi redémarre en France, il risque fort de le faire sur des emplois qualifiés. Et les chômeurs de longue durée sont souvent pénalisés par leur manque de qualification et aussi par leur éloignement prolongé du marché du travail. Mais il s'agit aussi des temps partiels et autres contrats courts en pleine explosion ces dernières années, entraînant des situations précaires caractérisées par de faibles revenus et des difficultés à se projeter dans l'avenir. Adrien n'a jamais arrêté de travailler. L'arrière-grand-père passe tous ses week-ends dans son garage à trier des prospectus. Un jeu de pub pour chaque boîte aux lettres. Il en a 4000 à trier et ne peut pas s'en sortir tout seul. Dans le salon, Liliane, la femme d'Adrien, ne profite pas plus de sa retraite que son mari. Elle l'aide
sans être payés. Moi, j'ai aucune honte à embaucher des personnes qui ont 60 ans, qui sont en pleine force de l'âge, qui ont envie aussi parce qu'ils ont fait, on emploie des anciens cadres également, j'étais encore avec un hier, et qui a plein d'énergie, qui a envie de se dépenser et puis de faire autre chose, de penser à autre chose et de faire une activité, pas forcément beaucoup d'heures dans la semaine, et qui prend du plaisir à le faire. Vous avez fait la distribution, mais j'en ai fait quand même, je vois aussi les collaborateurs. Il y a quand même, on ne force personne à venir travailler sur Adrexo. Il n'y a pas une seule personne qui Non, mais par contre, Adrexo, c'est très bien qu'il y a une main-d'œuvre très précaire qui cherche des petits emplois comme ça d'ajustement et qui n'a, comme vous le dites, pas d'autre choix. Non, mais donc, du coup, il y a quand même une marge de manœuvre par rapport à ces salariés qui ne se défendent pas du tout. On ne peut pas nous reprocher de donner du travail. Enfin, je veux dire, on ne peut pas nous reprocher de ne pas respecter le droit du travail. 23 000 personnes. Ah non, on respecte le code du travail. Le code du travail dit que c'est interdit de payer les gens à la tâche, et vous le savez parce que le second décret autorisant la préquantification a été annulé par le Conseil d'État en mars 2012. Mais c'est en ça que je dis que je vous êtes à charge. C'est les faits, ça. Non, je vous trouve vraiment à charge. What a story, Mark. Mais le travail peut aussi générer des situations de souffrance lorsque ces conditions d'exercice sont mauvaises. Nous connaissons tous ces situations d'insatisfaction et de frustration nées du manque de temps nécessaire à effectuer des tâches correctement, de relations de travail conflictuelles, d'un manque de reconnaissance ou d'une pression exercée par sa hiérarchie, faisant grandir l'impression d'être rabaissé ou infantilisé. Are you sure? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Peu d'entre nous aimons cela. Dans certains cas, ce type de problème peut mener à la dépression ou au burn-out. Enfin, le travail peut être mal vécu quand sa pénibilité ou sa charge horaire, qu'il s'agisse de durée légale ou d'heures supplémentaires contraintes et pas toujours déclarées, nuisent à notre vie sociale ou familiale, voire ont un impact direct sur notre santé. Ces réalités ne sont malheureusement que peu évoquées dans le débat public et depuis plusieurs années, les lois votées sur le travail vont souvent dans le sens d'une dégradation de la situation. Les phénomènes négatifs qui entourent le travail se développent et ce qui devrait être une activité utile et agréable devient de plus en plus pénible à mesure qu'elle perd son sens. C'est des gens qui sont en souffrance, souvent dans leur chair ou dans leur esprit, du fait de la perte d'estime de soi, du fait de l'isolement et donc du manque de solidarité propre au monde du travail qui se développe de plus en plus. Les gens peuvent de moins en moins compter sur leurs collègues, tout simplement parce qu'ils n'en ont plus, parce qu'ils se retrouvent seuls à bosser. Et puis d'autre part aussi, le patronat de ce secteur peut s'appuyer sur l'aide que lui apporte l'État. Le paradoxe est qu'au-delà des discours du type « que voulez-vous, c'est la crise, il faut faire des efforts », souvent tenus par ceux-là même qui n'en font aucun, les conditions seraient réunies pour que les choses s'améliorent au quotidien. Car contrairement aux idées reçues, les Français sont plus productifs que jamais et la richesse produite par leur travail est plus importante que jamais. Dès lors, se demander comment on en est arrivé à cette situation permet également de trouver des pistes pour en sortir. Car progressivement, sous la pression de quelques-uns, une logique financière à court terme a pris le pas sur la logique d'utilité associée au travail. Le travail et l'économie ont été dérégulés pour satisfaire quelques individus possédant la finance et l'industrie, selon l'idée absurde que si les portefeuilles d'une minorité allaient bien, tout irait bien. Not cool. Not cool. Cette idéologie a eu des conséquences dramatiques. La globalisation des échanges, orchestrée à coups de traités de libre-échange, a ravagé des pans entiers de nos économies en soumettant les entreprises françaises à la concurrence acharnée de firmes installées dans des pays aux réglementations sociales extrêmement permissives. Dans le même temps, pour répondre à cette concurrence provoquée, les appels à accepter des salaires et des conditions de travail dégradées se sont succédés conjointement à des législations dégradant l'exercice du travail et dont la loi El Khomri n'est que la dernière en date. Ainsi, la recherche de profits rapides et concentrés s'est faite au détriment d'une économie raisonnée et viable à long terme, et ce qui rendait le travail épanouissant a été progressivement sacrifié. La situation s'est dégradée pour les gens, mais est également devenue un facteur d'instabilité économique à l'échelle de la société. Et face à cela, les mêmes ayant mis en place les politiques de l'échec appellent toujours à aller plus loin dedans. Mais jusqu'à quand faudra-t-il en arriver à une véritable implosion économique et sociale pour que l'on cesse d'appliquer de mauvaises solutions? Ne serait-il pas mieux de reconnaître les erreurs du passé et de réenvisager les choses de manière plus rationnelle en partant du vécu et non d'une idée
idéologies préconçues. Revaloriser le travail, œuvrer à un modèle durable, peut-être cela passe-t-il par la limitation des écarts de rémunération afin que chacun soit rétribué à un juste niveau, par un meilleur partage du temps de travail et de son produit, ou par des législations protégeant les conditions de travail des personnes salariées, tout en mettant à l'abri nos petites entreprises d'une concurrence déloyale qui les force aujourd'hui à choisir entre mettre la clé sous la porte et imposer à leurs salariés des conditions dégradées, chose que peu de petits patrons prennent plaisir à faire. Bien sûr, ces réponses n'apparaissent pas comme évidentes pour beaucoup de politiques qui n'ont pas été confrontés aux réalités du travail depuis bien longtemps et qui peuvent ainsi être amenés à appréhender le problème en premier lieu de manière abstraite. Il ne s'agit pas de les blâmer pour cela, mais leur rappeler notre vécu et le fait que les solutions peuvent davantage venir de là que de grandes analyses désincarnées et hors du réel, voilà qui ne peut pas faire de mal. My advice to you is to do what your parents did. Get a job, sir! The bums will always lose! Do you hear me, Lebowski? Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain dans L'œil du fil, l'émission qui regarde plus loin que la présidentielle.